Merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler de data, on va parler un peu de stratégie de data, comment penser les outils qui permettent d'accéder à la donnée, quels sont les gens à embaucher et aussi quelles sont les métriques à regarder. Donc on va un peu parcourir tout ça, mais avant de commencer, j'aimerais vous parler un peu de moi et de pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis en fait en vacances de San Francisco et un peu de mon parcours qui est beaucoup dans la data comme vous allez le voir. Donc moi j'ai fini mes études à Berkeley et j'ai travaillé à San Francisco depuis la fin de mes études, donc j'ai jamais vraiment travaillé en France à part des stages. Et j'ai commencé avec un poste assez junior de data analyst dans une start-up de mobile advertising qui s'appelle Chartboost. Donc là-bas j'étais en charge du reporting, des tableaux de bord et en fait de répondre aux questions que les gens se posaient en utilisant de la donnée. Et au bout de 2 ans, j'ai rejoint Uber. Tout d'abord en tant que data engineer, donc j'étais dans la team qui s'appelait Data Warehouse et on va parler un peu de data warehousing un peu plus tard. Et après 2 ans en tant que data engineer, j'ai voulu évoluer vers un poste un peu moins technique et un peu plus pluridisciplinaire et je suis devenue product manager toujours au sein de Uber et cette fois dans la team d'experimentation. Donc j'étais la product manager de la plateforme de A/B testing. Donc chez Uber, on faisait tout en interne. On n'avait pas de solution extérieure pour faire les A/B tests. Et donc mon rôle était de s'occuper de développer des nouvelles fonctionnalités pour cette plateforme de A/B testing. Et après 4 ans chez Uber, je suis partie et j'ai rejoint une boîte où je suis maintenant qui s'appelle HEAP. C'est une boîte de product analytics et j'en parlerai aussi un peu brièvement dans cette présentation. En fait, je me suis dit, quitte à faire de la data, j'en fais depuis des années, autant la faire dans une boîte data qui vend en fait un produit data à d'autres entreprises pour voir un peu le côté commercialisation, comment on va sur le marché avec des solutions et des offerings en data. Donc comme vous voyez, c'est un peu le fil conducteur de tout ça, même si ces boîtes sont assez différentes. Et c'est ce qui m'amène à vous parler de données ici aujourd'hui chez HeFounders. Alors tout d'abord, je vais commencer un peu par des avertissements. Alors je pense que peut-être certains d'entre vous se disent « Ah, mais moi, j'ai de la big data, je veux des data scientists, je veux faire du machine learning, etc. » Et c'est vrai que c'est très à la mode. Donc là, c'est juste des exemples de capture écran que j'ai trouvés où tout le monde dit « Data scientist is a sexist job ». Vous avez peut-être aussi entendu parler de l'expression « Data is the new oil ». Donc il y a énormément de buzz, énormément de choses qui se passent autour de la donnée. Mais mon premier mot, ce serait en fait de dire « Stop, n'allez pas trop vite ». Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui disent « Ah, moi je vais tout faire et je vais embaucher des data scientists », mais qui en fait n'ont peut-être pas les compétences ou les outils en interne pour faire évoluer ce qu'ils font avec leurs données. Donc vraiment, je vous dirais d'y aller étape par étape et c'est pour ça qu'il y a cette présentation Scale. On va essayer de voir quelles sont justement ces différentes étapes et comment approcher de manière en fait saine votre stratégie data. Donc avant de commencer, les questions à se poser, ça c'est vraiment les questions un peu de base. C'est avoir assez de data, parce que si vous venez de commencer et vous avez 3 utilisateurs et c'est votre frère et vos parents, vous n'avez sûrement pas assez de données pour commencer une stratégie data. Et donc c'est bien de commencer, de commencer à regarder progressivement et aussi de connaître vos objectifs. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Essayez de bien identifier suivant la team dans laquelle vous êtes ou même les objectifs de la boîte, quels sont les objectifs que vous voulez résoudre ou au moins approcher avec un angle data. Et enfin, je pense que c'est aussi important de savoir si on a les compétences ou pas en interne, de pouvoir faire grandir les talents data que vous allez embaucher. Parce que si vous avez, par exemple, une envie d'embaucher un data scientist, mais que cette personne n'a pas de coaching, personne ne comprend vraiment ce qu'il fait, il fait des super protos, mais c'est impossible de les mettre en production, ça va être difficile en fait de faire que cette personne s'épanouisse dans votre entreprise. Et très rapidement, il y a de grandes chances que cette personne parte et aille voir ailleurs. Donc je pense que ça c'est assez important, c'est un peu la checklist de base avant de commencer. Une autre que j'aime beaucoup, c'est cette Data Science Hierarchy of Needs. Donc c'est quelque chose, d'ailleurs je vous demande pardon en avance, je vais faire beaucoup de franglais, donc ne m'en voulez pas trop, je ne parle pas beaucoup de data en français en général. Donc cette hierarchy of needs, en fait vous êtes peut-être tous familiers avec la pyramide de Maslow où en fait il y a les besoins fondamentaux en bas, avoir un abri, avoir de la nourriture et plus ces besoins sont satisfaits, plus on évolue dans la pyramide. Et ça c'est une data scientist qui s'appelle Monica Rogati, je vous conseille de la suivre sur Twitter, elle est vraiment très forte, qui a écrit cette Data Science Hierarchy of Needs. Et en fait, vous voyez qu'en bas de la pyramide, si vous lisez ce qui est écrit sur la gauche, il y a vraiment l'aspect collecter la donnée. Enfin, commencer par la base et commencer par avoir la collecte de données qui est faite de manière systématique et qui est aussi reliable. Enfin, vous pouvez compter sur cette donnée, elle est là, elle est présente. Ensuite, au fur et à mesure que vous montez dans la pyramide de data science, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on fait des choses un peu plus sophistiquées.
Donc par exemple, avoir des ETL, transformer un peu la donnée pour la rendre plus lisible. Ou encore plus haut, vous allez voir des choses comme les metrics, les aggregates, donc commencer à répondre à des questions avec la donnée. Et même tout en haut, alors ça peut être un peu surprenant pour certains de voir que le A/B testing ou le machine learning, même les algorithmes simples, sont en fait assez en haut de la pyramide. Parce que si vous voulez faire par exemple de l'experimentation, mais que votre donnée n'est pas fiable, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir conclure vos experiments, ou encore pire, vous allez croire que vous avez une conclusion, mais la conclusion sera erronée parce que le dataset en dessous n'était pas assez fiable. Donc c'est important, je pense, de vraiment le faire étape par étape, et ça c'est un bon exemple de ces étapes. Une autre façon de le voir, donc ça j'ai voulu faire une vue un peu simplifiée de la sophistication en données, c'est que quand vous commencez votre startup, l'important c'est de se focaliser un peu sur les métriques business qui vous intéressent et qui sont celles aussi que par exemple vos investisseurs vont vouloir regarder. Donc un exemple pour une startup plutôt B2B SaaS comme beaucoup ici, ça va être Monthly Recurring Revenue ou aussi le CAC qu'on appelle Customer Acquisition Cost. Donc vraiment être capable de répondre à toutes ces questions avec de la donnée. Ensuite, quand vous évoluez un peu, vous allez commencer à pouvoir en fait intégrer la data dans vos décisions produits. Donc un exemple de ça, c'est vous avez un sign-up flow en peut-être 5 étapes et vous allez utiliser des analytics et des métriques pour voir qu'une certaine étape du flow en fait est cassée et grâce à ça mettre un PM ou un ingénieur sur le coup pour faire que le flow soit vraiment plus efficace de A à Z. Un niveau au-dessus, vous allez avoir en fait un peu plus d'intelligence, ce qu'on appelle probabilistique. Donc tout ce que j'ai vu avant, c'était assez déterministique dans le sens où ça s'est passé comme ça, c'est comme ça et j'ai la data pour l'analyser. Ensuite, vous allez avoir des modèles un peu plus avancés où vous allez dire je prédis que c'est ce qui va se passer. Donc c'est là en général où cet exemple, c'est un exemple de Uber où en fait chez Uber, on avait un business qui était très saisonnier. On avait énormément de trafic aux alentours de Halloween et aussi de Noël et du Nouvel An. Et en fait, on avait des teams de data scientists qui allaient prédire quel serait ce trafic, est-ce que ce serait x5, x10, etc. Et cette prédiction permettait aux ingénieurs de faire les bonnes provisions de serveurs pour accommoder tout ce trafic. Donc en fait, ça c'est un aspect un peu plus, on est en train d'essayer de prédire le futur à partir de la donnée. Et enfin, le dernier exemple qui est peut-être celui que on ne se rend même pas compte à quel point la data est importante pour faire ces choses tellement c'est dans notre vie de tous les jours. Mais en fait, la data est remise à son tour dans le produit pour mettre de l'intelligence et une couche supérieure d'intelligence dans votre produit. Donc je pense que vous connaissez tous les exemples de Spotify Discover Weekly ou des Netflix qui vous recommandent des films à voir. Mais en fait, tout ça, c'est basé sur des algorithmes de machine learning qui vont comprendre vos goûts, vos préférences, etc. et qui ensuite vont retourner dans le produit pour vous faire des suggestions. Et je pense que ça, c'est le niveau le plus avancé. Et alors, évidemment, si vous êtes une startup, alors je ne connais pas forcément le niveau de maturité de toutes les entreprises présentes ici, mais ça ne sert à rien d'aller directement dans je veux faire du machine learning en production si vous n'avez pas le b.a.-ba d'essayer de comprendre en fait comment les gens interagissent avec votre produit et réagissent avec votre produit. Et n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais on aura aussi un Q&A à la fin. Avant de continuer, quelques derniers avertissements. Alors j'ai dit qu'il y avait ce problème, parfois on voyait des gens qui voulaient aller un peu trop vite en besogne et tout collecter et embaucher des data scientists. Mais c'est vrai que parfois on voit aussi l'excès inverse, où en fait ce qui se passe c'est que les gens se disent « Ah moi c'est trop tôt pour moi, j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens de faire tout ça, donc en fait je vais rien faire et je vais rien collecter ». Et le problème avec ça c'est que si vous commencez pas à collecter des données dès le premier jour, ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez enfin le temps et les compétences pour faire des choses avec ces données-là, vous aurez un gros trou, vous aurez en fait complètement un angle mort et vous ne saurez pas ce qui s'est passé pendant ces mois ou semaines sans données. Donc je pense que c'est important de quand même instrumenter dès le début, même si ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite avoir une stratégie et des roadmaps complètement orientés sur la data. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que donc maintenant je suis une PM dans le B2B. Alors je ne sais pas, peut-être à doigt levé, combien de personnes ici sont B2B ? Je pense que c'est une majorité. Oui, c'est bien ce que je pensais. Et alors moi, ce qui m'a surprise en devenant B2B PM, c'est qu'en fait, de manière assez surprenante, même si je suis boss dans une boîte data, c'est que j'ai pas un besoin de données en fait pour faire mon boulot aussi fort que des PM B2C. Et la raison pour ça, c'est parce qu'en fait, ce qui se passe souvent en B2B, et encore une fois, c'est peut-être pas vrai pour toutes les entreprises de B2B, mais c'est qu'il y a moins de clients qui payent plus en fait, alors que les entreprises de B2C vont avoir des milliers, voire des millions d'utilisateurs.
Et quand vous avez moins de clients, disons que vous avez un set de 500 clients, ça va être en fait dur d'utiliser la data parce que vous allez voir des choses qui sont peut-être juste des outliers, juste des anomalies. Et ça va être dur de tirer des conclusions à partir d'un set assez limité. Alors que quand vous êtes dans le B2C et que vous êtes PM chez Instagram par exemple, il y a des millions d'utilisateurs, c'est tout à fait normal que vous soyez en train de faire 4-5 experiments par mois parce qu'en fait vous avez la base de données suffisante pour faire ce genre de choses. Donc je pense, ne vous comparez pas à vos amis qui sont dans le B2C et qui font beaucoup de choses avec la data parce que je pense que c'est tout à fait normal de ne pas en faire autant, en tout cas que ce soit en B2B ou que ce soit une boîte qui en fait a une plus petite base utilisateur. Voilà, donc ça c'était un peu les avertissements du début. Donc maintenant on va commencer à parler un peu des métriques et en fait maintenant vous êtes prêts à commencer à traquer de la data, qu'est-ce que vous allez traquer? Ensuite après les métriques, on va parler un petit peu du stack, donc quels sont les outils à votre disposition pour faire tout ça. Et finalement on va finir par la team à embaucher. Qui est-ce que je dois embaucher? Est-ce que c'est un data analyst? Est-ce que c'est un data engineer, etc. Donc on va commencer par les métriques. Alors on a parlé un peu de cette checklist au début de pourquoi utiliser la data. Et en fait, je voulais vous lister ici quelques bonnes raisons, et après j'en mettrai des mauvaises, quelques bonnes raisons d'utiliser de la data. Donc ça va être par exemple pour prouver ou réfuter une hypothèse. Vous avez l'hypothèse que X va faire Y, et vous allez utiliser de la donnée pour faire ça. Vous allez pouvoir aussi utiliser la data pour définir votre roadmap. En fait, essayer de comprendre ce qu'on appelle le customer journey, donc un peu du début de l'entrée dans l'application jusqu'à la fin des actions. Qu'est-ce que fait l'utilisateur? Où est-ce qu'il y a des points de friction, par exemple? Qu'est-ce que la data peut nous dire sur ce parcours? Aussi, identifier des issues, des problèmes, pardon. Donc, quelque chose dont je ne vais pas trop parler pendant cette présentation, c'est tout ce qui est monitoring. Mais il y a beaucoup d'outils de monitoring qui existent si vous voulez me poser des questions après. Mais en fait, la data peut être très utile juste pour voir, en fait, mon produit ne marche pas très bien dans les pays où la connectivité n'est peut-être pas aussi bonne qu'à Paris. Et finalement, quelque chose qu'on fait beaucoup chez nous, c'est utiliser la data pour savoir à qui parler. Donc je vous disais, on est une entreprise B2B et du coup, c'est très utile pour nous de voir en fait des patterns dans ce que font nos utilisateurs pour essayer de voir si, par exemple, on veut faire une amélioration d'une fonctionnalité existante. On va utiliser les données pour savoir qui utilise aujourd'hui cette fonctionnalité, mais on ne va pas s'arrêter là, on va ensuite les contacter et essayer de comprendre si les améliorations qu'on veut faire répondent à leurs besoins, quelque chose dont ils sont intéressés, etc. Donc ça peut être une bonne approche aussi, surtout pour les boîtes un peu plus petites qui ne vont pas avoir des conclusions à partir de la data, mais qui vont pouvoir quand même avoir un élément de réponse et savoir à qui parler. En revanche, ce n'est pas un bon usage d'utiliser la data juste pour se rassurer. C'est quelque chose que je vois malheureusement, ça fait parfois rire, parfois sourire pour être honnête, mais il y a des gens qui en fait savent très bien qu'ils vont prendre cette décision, que c'est parti, mais ils veulent quand même passer pour des pros, alors ils vont collecter de la data et dire regardez la data me dit ça. Alors il y a un proverbe, je ne sais plus trop d'où ça sort, mais je pense que c'est très vrai, qui dit if you torture data long enough, it can say anything. Et je pense que c'est vraiment le cas. On peut toujours regarder la data sous des angles qui font que ça va être en accord avec ce qu'on a envie de prouver, mais c'est pas une approche scientifique, c'est pas une approche rigoureuse. Donc faites attention si vous avez l'impression parfois de faire un peu ça. Comme je disais, c'est pas aussi une raison de ne complètement pas parler aux utilisateurs, surtout si votre base d'utilisateurs est encore assez petite. Et une dernière chose, c'est le concept de vanity metrics. Donc c'est quelque chose dont les gens parlent assez en ce moment. C'est en fait des métriques qui ne vont pas vous faire prendre de décision. Et donc vous allez regarder ces métriques, mais les regarder en fait, soit vous n'avez aucun moyen de contrôler si que la métrique augmente ou diminue, soit en fait c'est une métrique qui n'est juste pas utile pour votre stratégie. Alors pour vous donner un exemple, quand je suis arrivée chez Uber et en tant que PM de la plateforme d'experimentation, une de nos métriques principales, c'était le nombre d'experiments sur la plateforme. Et du coup, on se disait « Ah, trop bien, on va juste augmenter ce nombre d'experiments ». Mais en fait, on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas une bonne métrique parce que ça ne parlait pas du tout de la qualité des experiments. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on encourageait les gens avec notre outil, en leur parlant, etc., à faire de plus en plus d'experiments. Mais tous ne concluaient pas, tous n'étaient pas faits de manière rigoureuse, avec une hypothèse au départ, etc. Et donc, c'était en fait pas une bonne métrique et on en est revenu et on est passé à d'autres métriques qui parlaient plus de la qualité en fait des experiments qui étaient sur la plateforme.
Alors, en parlant de métriques, quelles sont les métriques que les gens regardent? Alors, c'est un peu un high-level overview de toutes les métriques qui sont assez fréquentes par team. Et alors, j'aime bien ce framework parce qu'il s'appelle le Pirate Metrics Framework. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler déjà. Parce que les initiales, vous allez voir, font le bruit d'un pirate, apparemment. Et donc, le premier, c'est acquisition. Donc, en fait, ça va être de regarder comment les gens arrivent dans votre produit. Donc, est-ce que les gens arrivent par Facebook, par des referrals? Et en général, cette métrique, elle est la responsabilité de la team marketing, parce que c'est la team marketing qui, en général, a la responsabilité du budget à allouer sur les différents canaux d'acquisition. Ensuite, il va y avoir les métriques un peu plus produits. Donc, il va y avoir activation and retention. Activation, ça va être comment est-ce que vous arrivez à faire que les utilisateurs qui arrivent dans votre produit, donc sur la première page, arrivent à convertir et donc en fait à avoir ce déclic, ce moment de déclic qu'on appelle aussi le aha moment. Donc par exemple, chez Uber, ça va être de demander un request a ride, enfin booker un Uber. Chez Airbnb, ça va peut-être être de réserver une nuit dans un Airbnb, etc. Et donc cette métrique d'activation est importante, mais en fait récemment, et en fait ça ne devrait pas être une surprise, mais récemment les gens se sont dit ah oui, activation c'est important, on avait tous ces growth hackers, tous ces gens qui faisaient de la growth, qui faisaient que de l'activation, mais en fait les gens ensuite ne restaient pas dans mon produit. Et donc en fait aujourd'hui on parle énormément de retention, ça va être faire en sorte que les gens non seulement fassent cette première action, mais aussi reviennent la faire de manière régulière. Et donc ça, c'est très souvent la responsabilité du product manager et des équipes produits de faire que l'expérience produit soit bonne pour que les gens en fait soient retained. Et donc vous calculez ça en voyant combien de gens refont la même action divisé par en fait le nombre total de personnes sur la plateforme. Et finalement, il y a les métriques un peu plus autour du referral et du revenue. Et très souvent, surtout dans les boîtes de B2B, les métriques un peu plus referrals sont la responsabilité de Customer Success. Donc ça va être les teams de support ou les teams de Account Management. Parce que du coup, ce que vont faire ces teams, elles vont être responsables que la satisfaction soit bonne. Si par exemple, vous avez un problème avec le produit et que vous contactez le support doit répondre à temps, donc ça va être les métriques de temps de réponse du support, la satisfaction, si ensuite vous envoyez un petit NPS, how satisfied were you with this experience, etc. Et donc ça va être les métriques plus de referral. Donc je pense que ça c'est encore une fois très au niveau, une vue assez générale, mais ça englobe bien le type de métriques qu'une startup aujourd'hui a tendance à regarder. Je voulais juste faire un petit zoom sur la user segmentation parce qu'on a parlé de retention et je vous disais que la rétention c'est quelque chose qui revient beaucoup aujourd'hui et qui est dans beaucoup de conversations. Il y a plusieurs façons de regarder en fait à des groupes d'utilisateurs. Beaucoup de gens commencent à avoir des stratégies qui en fait sont très user-centric, donc c'est-à-dire que l'utilisateur est au cœur des métriques. Et je voulais vous montrer juste deux exemples. Un avec les utilisateurs, une cohort en fait ça va être un groupe d'utilisateurs. Et soit vous pouvez faire des cohorts par temps. Donc ici, vous voyez sur ce premier screenshot qu'il y a les gens qui ont commencé à utiliser le produit à telle date, puis la date suivante, etc. Soit vous pouvez faire des segments d'utilisateurs par action. Donc il y a les segments un peu basiques, par exemple les nouveaux utilisateurs, les returning, ceux qui reviennent, donc ils sont retained. Aussi les churn, donc les gens qui sont partis, à qui vous allez peut-être vouloir envoyer des emails pour qu'ils reviennent. Et donc il y a plusieurs façons en fait de segmenter votre base d'utilisateurs, mais je pense que c'est important de le faire parce que ça peut vous donner des idées aussi de à qui parler, comme je vous disais, en tant que product manager par exemple, ou à qui envoyer des emails ou des promos, etc. Donc c'est quelque chose qui se fait énormément, de diviser la base d'utilisateurs. À Uber, il y avait même une team qui s'occupait que de ça, ça s'appelait Customer 360, donc en fait avoir cette vue un peu de comment agissent les utilisateurs et qu'est-ce qu'ils font dans l'app. Maintenant, parlons un tout petit peu d'experimentation. Alors, évidemment, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que j'ai vu tout et n'importe quoi, des choses très bien et des choses pas très bien autour des experiments. Mais je pense qu'il y a évidemment beaucoup d'avantages à faire des experiments et à avoir une culture en fait d'experimentation, c'est-à-dire de tester des choses, de ne pas avoir peur de se tromper parce que c'était juste un experiment et on passe à autre chose et on expérimente avec quelque chose d'autre.
Une des caractéristiques d'une telle culture, c'est qu'il ne va plus y avoir de HIPPO. Alors c'est une expression que j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez, ça veut dire Highest Paid Person Opinion. Ça veut dire qu'en fait dans les boîtes qui ne font pas forcément d'experiments, souvent ça va être la personne la mieux payée, le directeur, le VP, etc., qui va prendre la décision finale parce qu'en fait on ne sait pas mieux faire. Alors que s'il y a des experiments, on va peut-être faire confiance à des gens plus juniors, à d'autres teams même, de tester des choses et de voir si ça marche ou pas, parce qu'il y a moins de risques à faire ça. Donc on ne fait plus qu'écouter le directeur, il y a un peu plus de bottoms-up, comme on dit, stratégie. Et c'est aussi le meilleur moyen de prouver des relations de causalité, parce qu'en fait, tout ce que vous faites, si ce n'est pas un experiment, ça va être très dur de savoir que c'est le changement que vous avez fait qui est à l'origine de l'effet que vous voyez. Donc un exemple, c'est que vous lancez un nouveau produit, mais en fait, et vous voyez que les métriques s'envolent, mais ce n'est pas forcément à cause de ce nouveau produit, parce que peut-être que vous l'avez fait le lancement aux alentours des périodes de Noël, ou qu'il y a d'autres facteurs extérieurs qui ont en fait influé sur ces métriques-là. Alors que quand vous avez un experiment, vous partagez votre base d'utilisateurs en deux groupes, des gens qui vont voir le nouveau produit et d'autres qui ne vont pas le voir. Et du coup, les deux groupes vont être impactés de la même manière par les facteurs extérieurs. Et donc, s'il y a une différence entre les deux groupes, c'est que c'est grâce à ce que vous avez lancé et que vous avez une conclusion grâce à ça. En revanche, je pense que je suis beaucoup dans les avertissements, comme vous le voyez, parce que j'ai vraiment vu beaucoup de choses. Vous avez besoin d'assez de données pour faire un experiment. Si vous avez une toute petite base d'utilisateurs, ça va être très dur pour vous en fait de conclure cet experiment dans un temps qui est bon, parce que ça va peut-être vous prendre 4 mois, 5 mois, et c'est pas forcément des bons temps pour conclure des experiments. Donc chez Uber par exemple, on avait de la chance pour ça, c'est qu'on avait énormément d'utilisateurs, donc la plupart des experiments, on arrivait à assez de logs, en fait, de events, pour conclure au bout de 10 jours, 2 semaines. Mais avec des sample size, on appelle ça sample size, la taille d'utilisateurs qui vont avoir l'expériment plus faible, ça va être en fait dur de conclure assez vite. Et la conclusion en elle-même n'est pas forcément évidente. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça, mais il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention. Donc par exemple, regarder un peu trop tôt les résultats, ça s'appelle du peaking, et c'est quelque chose qui ne marche pas bien parce que il y a cette tendance, surtout en tant que PM ou des gens qui ne sont pas forcément des data scientists, de vouloir aller regarder les résultats tous les jours. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va introduire un biais dans l'experiment et vous allez peut-être conclure des choses qui sont fausses. Donc là, c'est bien pour analyser un experiment de commencer à avoir une fonction plus data science, et on va parler des rôles un peu plus tard. On a parlé des métriques. Est-ce que pour l'instant, tout le monde suit? Des questions? On va passer sinon au stack, c'est-à-dire les outils qui sont à votre disposition pour faire tout ce dont on a parlé. Je pense que c'est important tout d'abord de comprendre d'où vient la donnée, parce que la donnée dans une entreprise, que ce soit B2B, B2C, peut venir d'énormément d'endroits différents. Alors une catégorisation assez simple, mais que j'aime utiliser, c'est de faire la distinction entre les business data et les product data, bien que cette distinction soit un peu arbitraire, parce que très souvent il y a de l'overlap entre les deux catégories. Donc des exemples de business data, c'est que vous avez par exemple un checkout flow qui utilise Stripe, ou vous utilisez Shopify parce que vous avez un site de e-commerce, ou si vous êtes plutôt B2B, vous avez peut-être énormément d'informations sur vos utilisateurs dans Salesforce. Donc tous ces outils-là, et aussi vos bases de données en interne, parce qu'évidemment tout n'est pas dans des outils extérieurs, mais parfois c'est dans vos bases de données que vous possédez vous-même. Tous ces outils-là vont avoir de la donnée qui va être importante pour calculer les métriques dont on parlait. Et il va y avoir aussi ce qui est plus du côté product data. Donc par exemple Google Analytics qui va vous permettre de dire le trafic sur votre site internet ou votre app. HIP, donc la startup dans laquelle je travaille, est une app de Product Analytics. Donc l'avantage de HIP, d'un produit comme HIP, c'est qu'en fait on a une solution complètement rétroactive, c'est-à-dire que vous mettez que quelques lignes de code dans votre site ou dans votre app et on va automatiquement capturer toutes les actions des utilisateurs dans votre produit. Et donc on ne va plus avoir ce problème de j'ai pas capturé la data depuis le premier jour, parce que dès que HIP est installé, en fait la data est capturée même si vous voulez l'utiliser un peu plus tard. Il va y avoir aussi les produits comme Optimizely, les produits de A/B testing, ça c'est juste un exemple, et des choses comme AppQues. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil de guides, donc je sais qu'il y en a d'autres aussi, peut-être plus français,
qui vous permettent de mettre des guides, des tutos en fait dans l'app step by step. Et donc ça, toutes ces choses-là vont aussi générer beaucoup de data. Qui a cliqué sur les guides jusqu'au bout, qui a été dans un experiment, sur quelle fonctionnalité les gens se sont arrêtés. Donc vous avez une idée un peu très high level comme ça de d'où vient la data dans votre entreprise. Et ensuite, il faut savoir quel outil utiliser pour l'analyser. Et alors ça, c'est exprès que c'est tout petit, c'est que c'est un bazar incroyable. C'est un environnement, moi je ne me rendais pas compte en étant PM chez Uber d'abord, parce qu'on n'avait pas affaire à de la compétition. Parce que ce qui se passait, c'est que, je ne sais même pas si le Zoom va vous permettre de lire. Je me rendais pas vraiment compte en étant PM en interne, sur un produit interne, qu'il y avait autant de compétition. Mais maintenant que je suis PM dans une boîte chez HIP, je vois qu'il y a énormément de choses, énormément d'outils différents. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est juste un exemple de ce qui me semble être un setup assez sain d'une start-up, je dirais d'une taille entre 20 et 500 personnes. Alors la partie gauche, c'est un peu la partie de base, et ensuite la partie droite, ça va être quand vous évoluez un peu. Parce que tout ce qui est data warehousing, je vais expliquer un peu, c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard en général dans le processus data. Mais vous commencez, donc pour commencer à gauche, commencez par avoir des outils de product data, donc en fait comprendre ce que les utilisateurs font dans votre app. Donc Google Analytics, c'est un exemple gratuit, HIP, c'est un exemple sponsorisé par moi. Il va y avoir aussi des sources additionnelles dont je vous parlais, donc avoir votre data de Shopify, Stripe, etc. Le niveau basique, c'est d'aller dans ces outils directement pour comprendre ce qui se passe, parce que Stripe a un peu de reporting basique. Pareil pour Optimizely, il va vous permettre de comprendre un peu des choses assez basiques de ce qui se passe. Mais le niveau un peu avancé, c'est en fait d'extraire la data de ces outils et de les envoyer vers une data warehouse. Et donc data warehouse, c'est un peu ça ce que c'est c'est un peu dur à décrire, c'est de dire qu'on a une énorme base de données où il va y avoir toute la donnée qui vient de plein de sources différentes, qui va être soit brute, soit un peu agrégée. Donc ça va être au niveau de ETL. ETL, ça veut dire Extract, Transform et Load. Et donc ça va être l'outil qui va vous permettre d'aller depuis votre source jusqu'à votre data warehouse. Et votre outil d'ETL peut être très basique, c'est-à-dire juste faire une connexion, une pipeline, et tout envoyer en format brut. Et ensuite, vous avez des gens qui savent faire du SQL, qui vont poser des questions en fait directement sur cette data warehouse, où vous allez avoir des ETL un peu plus avancés. Donc ça, c'est ce dont j'étais en charge chez Uber, où en fait, on s'occupait de récupérer de la donnée de plein de sources différentes, mais pas juste de l'envoyer comme ça, mais de la masser, on dit massage, de la masser, pour en faire des tables qui sont plus utiles et plus faciles à utiliser par les data analysts, les data scientists, etc. Et donc une fois que vous avez cette donnée, et disons que vous avez fait tout ça et que vous avez la donnée dans la data warehouse, Snowflake, c'est un exemple de data warehouse qui est assez à la mode en ce moment, c'est entièrement cloud-based, ça fait fureur à San Francisco. Et Amazon Redshift, c'est un autre exemple que Amazon fait qui est plutôt low cost de data warehousing. Et par-dessus la data warehouse, vous allez aussi pouvoir mettre des outils de business intelligence. Donc j'ai mis l'exemple de Looker qui est aussi très populaire en ce moment. D'autres exemples, ça peut être Tableau par exemple, que peut-être certains d'entre vous utilisent déjà. Et il peut y avoir aussi par-dessus des outils de data science, plus pour les data scientists, donc un peu plus technique. Donc un exemple c'est Mod qui va être en fait une interface de query SQL pour que les gens posent des questions directement en écrivant des queries. Et un autre, ça peut être Jupyter, c'est des notebooks Python pour les data scientists. C'est un peu le Google Docs des data scientists pour qu'ils puissent collaborer entre eux et partager leurs recherches. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je devrais construire mes outils moi-même ou est-ce que je devrais acheter des solutions cloud? Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu ce landscape avec énormément de players dans ce domaine-là. Je pense que c'est assez facile au final de trouver un outil qui correspond bien à vos besoins et qui est au price point, enfin au prix que vous êtes prêt à payer. Mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir des cas un peu spéciaux qui font que ça peut valoir le coup de le construire en interne. Et l'exemple, justement, en parlant de data visualization, c'est chez Uber, on avait énormément de données géospatiales parce que c'était une application, évidemment, mais dans le monde réel. Donc, on avait énormément de données qui étaient des latitudes, des longitudes, des pays, des villes, des points d'intérêt, etc.
Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'outils à l'époque. Je pense que maintenant, ça a un peu évolué, mais il n'y avait pas vraiment d'outils qui étaient forts à tout ce qui est géospatial. Et donc, du coup, on avait énormément investi pour développer des choses autour de la data vise et de tout ce qui est géospatial pour visualiser où commencent les trips, où ils s'arrêtent, les flux dans les routes, etc. Parce que c'était très spécifique. Donc, si vous avez des besoins comme celui-ci qui sont très précis, ça peut valoir le coup de le construire en interne. Mais très souvent, ma recommandation, surtout pour des boîtes de moins de 200-300 personnes, c'est d'acheter des solutions qui existent. Quand je vois des gens qui dédient 3 à 4 ingénieurs pour créer une plateforme d'experimentation dans une boîte de 30 personnes, je dis que ce n'est pas forcément le meilleur usage de leurs ressources d'ingénieurs. Mais encore une fois, ça peut être vraiment au cas par cas, ce genre de choses. Et maintenant, je voudrais parler un petit peu des skills. Donc ça va être la dernière partie. Parler du talent, donc des gens à embaucher pour faire de la data. Je me dis qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui se posent la question entre la différence entre un data scientist et un data engineer et ce genre de choses. Donc un peu comment on pense les différents rôles de la data. Et pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé business analyst et data analyst. Donc un business analyst, ça va être quelqu'un qui va être un peu moins technique, mais beaucoup plus ancré dans le business. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en général, ils vont être avec les teams, que ce soit de sales, de revenue, etc., pour vraiment comprendre et extraire les données, par exemple, que vont vouloir voir les investisseurs. Donc ça, en général, c'est la partie plutôt business analyst, mais ces personnes ne vont pas forcément être très fortes à faire du SQL ou même un peu de scripting et de code. Ça va être des gens qui vont plutôt passer leur temps dans Excel, par exemple. Alors que le data analyst devient un peu plus technique, et donc va peut-être connaître un peu moins le business, mais va surtout être sûrement fluent, désolé, va être sûrement à l'aise, merci, avec du SQL, parce que ça va être en général l'outil de prédilection du data analyst, et va connaître aussi un peu plus de bases statistiques, mais va avoir aussi va être moins technique qu'un data scientist. Donc la différence entre le data analyst et le data scientist, c'est que le data scientist va être plus technique et va surtout beaucoup plus connaître les stats. Encore une fois, ces différences-là, ça peut vraiment varier de boîte en boîte. Chez Uber, on avait ces deux carrières, ces deux tracks en fait. Vous pouviez devenir data analyst, senior, manager, etc. et data scientist, senior, manager, etc. Alors que dans des boîtes, ils vont dire tout le monde s'appelle data scientist parce que c'est trop compliqué de faire des différenciations et aujourd'hui, tout le monde a envie de devenir un data scientist. Mais ça va vraiment dépendre des entreprises, donc c'est important de aussi bien spécifier dans le job posting ce que vous voulez que la personne fasse. Donc on revient à bien comprendre ses objectifs, bien savoir ce dont on a besoin à un moment T. Aussi une différence que j'aime bien utiliser pour expliquer, c'est que le data analyst va plus regarder le passé, donc les choses qui se sont déjà passées, faire du reporting, des tableaux de bord, etc. Alors que le data scientist va être un peu plus dans le futur, dans la prédiction, essayer de peut-être regrouper des gens entre eux, faire des cohortes d'utilisateurs pour prédire comment ils vont réagir à de nouvelles features ou pour les mettre dans des expériments par exemple. Un data scientist, c'est quelqu'un de très utile pour analyser des expériments dont on parlait avant. Et à propos des ingénieurs, donc data engineering, c'est ce que je faisais chez Uber. C'est vraiment une question de connecter les sources avec les différents endroits où la data est utilisée. Donc aujourd'hui, on a parlé de la warehouse, mais vous allez aussi peut-être un jour avoir à utiliser votre data et la connecter en production. Le data engineer va vraiment faire les tuyaux en fait, qui connectent la data entre tous les différents endroits et son job, ça va être d'être sûr que la data est reliable, donc elle transite bien de A à B, et parfois va aussi faire un peu de transformation. Donc va dire en fait ces deux sources-là, je rejoins les deux datasets et comme ça va me donner une vision un peu plus globale de ce produit et ça va être plus facile pour les data analysts ou les data scientists d'utiliser ce dataset. Le machine learning engineer, lui, va être en charge de mettre en production des modèles qui sont en général développés par le data scientist. Donc ça arrive que le machine learning engineer soit aussi la personne qui développe les modèles, mais par exemple, toujours chez Uber dans la team d'experimentation, on avait des data scientists qui développaient des méthodologies pour conclure des expériments plus rapidement, pour en fait avoir un peu plus de confiance dans les résultats qu'on avait. Et ensuite, le machine learning engineer va être responsable
de mettre ce modèle dans le produit et faire en sorte que ce soit appliqué à tous les nouveaux experiments, que ce soit fiable, etc. Donc cette personne en général connaît un peu moins bien les stats, mais va être plus calée en tout ce qui est software engineering et programming. Et pour finir, cette quote que j'aime bien, j'ai trouvée sur Twitter. Un data scientist est un statisticien qui habite à San Francisco. La data science, c'est des statistiques sur un Mac. Et un data scientist, c'est quelqu'un qui est meilleur en statistiques qu'un software engineer, mais quelqu'un qui est aussi meilleur en engineering qu'un statisticien. Donc, quelque chose, je pense, qui est assez vrai. Comme je vous disais, c'est très à la mode aujourd'hui ce rôle, et je pense qu'il y a une vraie raison pour ça, c'est que les gens se rendent compte que la data est très utile et qu'il y a beaucoup de choses à faire avec. Mais n'oubliez pas qu'il y a eu des statisticiens depuis très longtemps et que les boîtes ont eu des statisticiens pendant des années. C'est juste qu'on l'a un peu rebrandé et c'est le statisticien 2.0. Mais bon, je pense que c'est très bien et je ne pense pas du tout que ce job est voué à disparaître. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui se passent niveau outils, niveau tout ça pour les data scientists aujourd'hui. Et avant-dernière slide, ça va être où est-ce qu'on va mettre, maintenant que j'ai embauché un data scientist ou un data analyst, etc., où est-ce que je vais mettre cette personne? Et alors, je vais vous parler de l'exemple centralisé. En fait, c'est ce qu'on faisait dans la première startup où j'étais, qui s'appelait Chartboost, où on était une team, ça s'appelait Business Intelligence, BI, et on était 4 personnes, et en fait, on était en charge de faire tout ce qu'il y avait à voir avec la data. Donc, on faisait du dashboarding, du reporting. Par exemple, un sales allait sur le terrain et avait besoin de data un peu sur le marché et puis sur des clients similaires pour savoir un peu quel genre de contrat leur proposer. Donc, c'était notre team qui répondait à ces demandes-là. C'est quelque chose, je pense, qui est en train de disparaître petit à petit parce que le problème avec cette approche centralisée, c'est que ça fait un bottleneck. Ça fait qu'une team est responsable de envoyer toute la donnée aux autres teams. Et si cette team est débordée, il y a des gens qui vont devoir prendre des décisions sans données. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est un modèle un peu plus décentralisé où en fait, il va y avoir toujours une team centrale qui va être responsable de maintenir les outils data. Mais ces outils data vont être set-up et configurés de manière à ce que n'importe qui dans la boîte, que vous soyez un account manager, quelqu'un du support, quelqu'un du marketing, va pouvoir répondre à des questions en utilisant la donnée. Et va juste voir la team data s'il y a un problème avec les outils ou s'il y a vraiment une question trop avancée où il va falloir un data analyst ou un data scientist pour pouvoir le faire. Mais je pense que c'est bien cette tendance qui est... tout le monde, en fait, n'importe quelle position aujourd'hui a besoin de données. On attend vraiment d'une personne de marketing, presque de savoir du SQL dans certains cas, ce qui n'était pas du tout le cas il y a même quelques années. Et enfin, je voulais vous donner juste quelques exemples de ce qu'on fait. Alors chez Uber, il y a une team de 200 ingénieurs data. Et la question que j'entends beaucoup, c'est mais qu'est-ce que font tous ces ingénieurs? Et c'est vrai qu'on faisait des choses plutôt cool et assez avancées. Et je ne pense pas que ce soit la problématique de beaucoup de gens dans cette salle aujourd'hui. J'espère un jour. Je voulais juste vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, on avait un outil qui s'appelait le Databook que j'avais aidé à lancer en 2015 et qui permettait en fait d'avoir un annuaire de toutes les tables, de toute la donnée, savoir quand la table a été refresh pour la dernière fois, quelles sont les sources de cette table, etc. Donc c'était très utile, surtout parce qu'on avait beaucoup de data analysts et de data scientists qui rejoignaient les équipes en permanence. Je pense que c'est quelque chose d'important, la data governance. Je peux en parler un peu plus, mais je ne pense pas que ce soit la priorité numéro 1 quand vous commencez une stratégie data. D'autres choses qu'on faisait, on faisait beaucoup de data viz. Donc encore une fois, c'était assez spécifique à Uber, le fait qu'on était dans la ville et qu'on avait toutes ces données de latitude, longitude, etc. Je ne connais pas énormément d'exemples où les gens faisaient de la data viz à un niveau un peu plus, avec par exemple 50-100 personnes dans l'entreprise, mais ça peut dépendre de vos besoins. Et on faisait aussi beaucoup, enfin pas beaucoup au début, mais maintenant on en fait Uber en fait de plus en plus des contributions open source à l'écosystème data. Donc en fait, Oudi, c'était quelqu'un de ma team qui avait lancé ça. C'était un outil pour faire des ETL plus rapides. Et on l'avait d'abord fait en interne. J'étais une des premières à l'implémenter en production. Et maintenant, c'est open source et vous pouvez y avoir accès dans votre entreprise. Donc ça, c'est quand il y a 200 ingénieurs dans la team data. Donc peut-être pas aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Et je pense que je vais répondre à des questions. Oui. J'avais 2 questions. Ton titre, c'est Data Product Data C'est Product Manager aujourd'hui. Et oui.
tu as fait un parcours dans la data, donc du coup, comment tu te positionnes par rapport aux différents types de postes data que tu as mentionnés? Est-ce que c'est une évolution logique? C'est une bonne question, je pense. J'ai une deuxième question. Il y a des formations théoriques en France à data science, Ouais. école d'ingénieur, école de la statistique. Est-ce que ta recommandation, c'est d'engranger le plus possible de formations théoriques ou c'est de se jeter directement dans des startups et d'apprendre sur le tas et de progresser sur le tas? Ouais. Alors la première question, je pense que donc data analyst c'est en général un rôle assez junior. Chez Uber justement on a voulu faire en sorte que ce ne soit pas forcément vu comme ça, donc il a commencé à avoir des data analysts seniors, des managers de data analyst, mais je pense que de manière générale c'est un peu vu comme un entry level, un peu comme un job de associate dans les carrières de consulting par exemple. Donc beaucoup de gens commencent par data analyst. Ensuite j'ai envie de dire qu'entre l'évolution naturelle, ce serait soit data scientist, soit data engineer, et que ces deux jobs sont un peu comparables en niveau de seniorité. Je ne pense pas que l'un soit forcément plus avancé, plus senior que l'autre. C'est juste des jobs assez différents, vu que data engineering, c'est ce que j'ai fait, c'est un peu plus technique, alors que data scientist, c'est un peu plus de la recherche. On va avoir beaucoup de profils du genre doctorants, etc., qui font de la data science, alors qu'en data engineering, on va plus avoir des formations type ingénieur. Et pour parler de la formation, moi j'ai une réponse. Et comment tu passes de ces postes-là à ton poste en fait? Et après, par contre, de data engineer à product manager, je pense que c'était un complètement latéral move. C'est pas une évolution qu'on voit souvent. En général, les gens restent dans des carrières plutôt de data scientist ou de data engineering. C'est juste que je me suis aperçue que j'aimais bien la technique jusqu'à un certain moment, mais qu'en fait j'aimais aussi beaucoup connecter les dots et faire des choses un peu plus pluridisciplinaires, et que pour moi personnellement le poste de product manager me convenait très bien, mais ça je pense que c'était beaucoup plus personnel, c'est pas vraiment dans la track data. Si tu veux, tu as une super formation data PM chez Tiga, il faut un peu là. Ah. On peut juste développer aussi pourquoi tu penses que l'analyse c'est juste un job junior et qu'au bout d'un moment. Ouais, je pense que le problème avec ça, c'est que pas forcément l'impact qu'a le data analyst, parce que je pense qu'il a vraiment souvent une compétence business et un peu plus concrète que le data scientist qui va souvent être plus dans de la recherche et des choses un peu plus long term. Mais je pense que le problème, en tout cas en San Francisco, c'est le niveau de paie. C'est que en fait, tu vas gagner rapidement plus 20K, 30K de plus en passant de data analyst à data scientist, ce qui fait que assez naturellement, les gens voient ça comme le niveau inférieur. Et c'est pour ça qu'à Uber, il y avait beaucoup de discussions là-dessus. On essayait de voir si on pouvait équilibrer justement avec deux tracks parallèles, la track de data analyst et la track de data scientist. Mais ce qu'on voit toujours aujourd'hui, c'est que le data analyst est payé moins que le data scientist. Mais c'est pas forcément le même poste. Enfin, il y en a qui n'ont pas forcément des tournants naturels vers data science. Ah oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que data scientist, c'est un profil assez recherche. Moi, les meilleurs data scientists avec lesquels j'ai travaillé avaient des backgrounds de chercheurs ou avaient fait des postdocs ou des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord que c'est pas du tout pour tout le monde. Je pense qu'il y a des choses à faire pour l'évolution du poste de data analyst qui aujourd'hui, des gens comme moi deviennent product manager à terme, des gens deviennent data engineer, data scientist, mais oui, je serais intéressée de voir dans les années à venir si ce poste-là devient un peu plus proéminent. La formation théorique alors? Oui, alors du coup, moi j'ai une réponse très américaine à ça, qui est d'aller sur le tas. Mais bon, il y a aussi une école apparemment qui est représentée ici. Mais je pense que c'est très... Enfin, moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Alors pour vous donner un peu l'anecdote, j'ai fait une école d'ingé, mais comme vous le savez, les écoles d'ingé en France sont très théoriques. Donc je suis sortie d'école et je savais rien faire. Et donc du coup, j'avais beaucoup de capacité à apprendre, à comprendre, etc. Et c'est sur quoi j'ai parié. Mais en fait, aux États-Unis, ils s'en fichent de ça. Et ils n'ont aucune idée de l'école que j'avais faite, de ce que c'était, etc. Et donc j'ai dû un peu recommencer avec quelque chose sur le tas, avec de la donnée, etc. Mais ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de tout de suite faire des projets, utiliser de la donnée, de la vraie donnée d'utilisateur. Alors que sinon, c'est des données artificielles, souvent en école. Après ça change. Il y a aussi quelque chose, peut-être que certains d'entre vous connaissent, ça s'appelle Kaggle. C'est des concours de data science en ligne. Si vous avez envie de vous convertir vers des carrières de data scientist, c'est quelque chose qui est très bien reconnu parce qu'en fait, ça vous permet d'entrer dans des concours. Le dataset est disponible et gratuit pour tout le monde. Et en fait, on pose une question, par exemple, faire un modèle de prédiction, faire du forecasting, etc. Et les réponses sont ensuite rankées par pertinence, rapidité, etc.
Et donc si vous avez un bon classement Kaggle, ça peut beaucoup aider pour des entretiens dans des boîtes, etc. Tu ne penses pas qu'il y a quand même un besoin d'avoir une connaissance de certains algorithmes ou des choses comme ça qui peuvent pas, qui sont, qu'on peut acquérir de une formation théorique en école, et plus difficile à avoir sur le terrain, genre j'ai de la donnée, mais comment je vais pouvoir l'analyser, la meilleure manière, etc. Il faut un peu plus d'intelligence sur ça aussi quand même. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut certaines bases. Aujourd'hui, il y a aussi un Coursera très connu de Andrew Ng, qui en fait est un Coursera sur le machine learning. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de ressources en ligne pour apprendre quels sont ces algos, comment ils marchent. Quelque chose aussi, ça lève un bon point qui est, aujourd'hui même dans la Silicon Valley, je vois beaucoup d'ingénieurs et de data scientists qui implémentent des algorithmes et qui ne comprennent pas vraiment comment l'algorithme fonctionne. Et je pense que ça peut poser des problèmes. Je n'ai pas du tout parlé de data éthique, de RGPD, de ce genre de choses. Mais je pense que ça peut poser beaucoup de problèmes parce que ces algorithmes, en fait, ont du biais. Parce qu'ils ont été développés par des humains. Ça a été prouvé qu'il y a des algorithmes qui ont du biais contre les minorités, contre les femmes, etc. Et si vous êtes un data scientist et qu'en fait vous ne comprenez pas comment l'algorithme marche, vous savez juste que cet algorithme permet de faire des cohorts de users, par exemple, ou etc., ça peut poser vraiment des vrais problèmes un peu plus éthiques même. Donc, ouais. J'ai une question sur le business analyst. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, avec la démocratisation de pas mal d'outils, etc., est-ce que ça a vraiment un sens en fait comme rôle? Est-ce que tout le monde devrait pas être data analyst, voire data scientist / analyst? Ouais. Puis il y avoir aussi des petits modèles de prédiction, etc. à des fins d'analytics. Est-ce que ça a vraiment du sens en fait d'avoir ce spectre? Je pense que je suis d'accord avec ça. Je pense que, comme je disais, tous les postes, on va attendre d'un marketing manager qui utilise de la donnée tous les jours pour comprendre la performance des campagnes, etc. Et c'est vrai qu'avant, cette personne avait plus tendance à se reposer sur une autre personne, un business analyst ou une team data en interne, mais qu'aujourd'hui, grâce aux outils, on a de moins en moins ce besoin. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'en effet, les outils remplacent de plus en plus les besoins un peu plus basiques et qu'ensuite, ce soit les besoins plus avancés de, comme tu dis, un peu de data science, qui soit vraiment le corps de compétences data. Oui. Tu disais à la fin que chez Uber, il y avait à peu près 200 ingénieurs créés dans la donnée, qui, j'imagine, c'est un énorme coût, et qui en plus travaillaient sur des sujets un peu fancy. Ah oui, et ça c'était des exemples, mais on travaille aussi sur les trucs de base, oui. Mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce que suffit que la boîte travaille sur des sujets qui ne leur contribuent pas directement au business, et qui en plus, bon, c'est un gros coût pour une team data. Il y avait combien de personnes chez Uber déjà pour Alors en tout, quand je suis partie, il y avait 16 000 personnes, donc 200 personnes, oui, c'est vrai, mais c'est quand même beaucoup, et je pense que... Pas des chauffeurs, juste des employés. Non, je suis d'accord avec ça et c'est une question qui se posait beaucoup en interne. Est-ce qu'on devrait acheter des outils ou est-ce qu'on devrait les faire? Je pense que ça dépend beaucoup de la culture de l'entreprise. Et nous, comme d'autres boîtes, comme Google, comme Facebook, comme Airbnb, c'est des boîtes qui ont des cultures vraiment fortes de tout construire eux-mêmes. Alors, il y a des raisons à ça. C'est vrai que les outils dont j'ai parlé, donc je vous ai parlé de HEAP, de Google Analytics, etc., quand vous êtes assez petit, c'est super. Parfois, quand vous commencez à avoir des millions et des millions d'utilisateurs, le coût peut être prohibitif. Donc, dans ces cas-là, ça peut valoir le coup d'avoir des gens en interne qui font ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut calculer le break-even. Je pense qu'il est très haut et que à Uber, en tout cas, il y a des moments où on aurait pu utiliser des solutions off the shelves qu'on aurait juste achetées et implémentées. Je pense qu'il y a aussi des soucis de confidentialité où des boîtes comme Uber, Facebook, Airbnb sont très scrutinées. Donc en fait, avoir le contrôle total des données, c'est quelque chose de très important. Alors qu'une startup va avoir moins ce problème tant que le vendeur est compliant, respecte RGPD, etc. La startup va être plus OK pour faire ça. Mais oui, moi ça dépend des tailles, mais c'est vrai qu'à Uber, parfois, on réinventait un peu des choses qui existaient. C'est aussi les enjeux de branding et de recrutement. De recrutement, oui, tout à fait. C'est vrai que ça attire des talents. Nous, on faisait énormément de blog posts sur les produits data qu'on développait en interne. C'était super pour le recruiting. Donc ça aide aussi beaucoup. Oui. Pour un business qui se lance du style B2C sur Shopify, tu recommanderais quoi quelle data tu recommanderais d'analyser en premier et comment tu les collecterais? Donc je reviendrai au framework un peu du début avec les Pirate Metrics. Donc un peu essayer d'identifier comment calculer tout ça pour ton business. Et donc la chose qui est bien avec Shopify, c'est que
la chose qui est bien avec Shopify, c'est qu'il y a déjà des données, je pense, accessibles directement depuis Shopify. Et aussi, c'est assez intégré avec des écosystèmes d'outils. Donc, par exemple, Heap, que je PM, on a une intégration Shopify. Donc, on va pouvoir mettre dans l'outil les données de Shopify. Donc, je pense avoir ces données un peu de base, de comprendre les events, donc les choses qui sont achetées ou pas, c'est important. Et ça va être aussi important d'avoir les données utilisateurs sur tout ce qui est parcours client. Donc, quelle page les gens visitent, où est-ce qu'ils s'arrêtent dans le flow de checkout, etc. Je pense que c'est ce qui me vient en tête en premier pour ce genre de... Qu'est-ce que vous avez décidé de construire plutôt que d'acheter chez Heap, qui a finalement une taille plus proche Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, nous, on utilise Heap, on Heap. Donc, ça, il faut acheter, ça nous coûte super cher. Mais donc ça, c'est un outil qu'on utilise en interne. Sinon, on utilise Salesforce, par exemple. On n'a pas de CRM en interne. On a aussi Looker et Mod. Donc, on a une data warehouse qui est Snowflake. Donc, en fait, beaucoup de choses que j'ai décrites ici. Donc, on a Snowflake en data warehouse et on a Looker pour faire un peu plus de dashboarding, un peu plus avancé. Donc en général, les gens passent leur temps soit entre Heap pour directement voir la donnée juste utilisateur, client, et Looker pour voir des données un peu plus avec des datasets externes. Et on utilise Mod aussi pour faire du SQL. C'est les principaux auxquels je peux penser. Ouais. Et on utilise un truc qui s'appelle dbt pour faire du ETL. Je sais pas, ça fait rire. Apparemment, des gens utilisent ça aussi. C'est pour toute la partie pipeline. C'est open source et on utilise ça. Oui. Sur ton expérience un peu, tu nous as beaucoup parlé d'expérimentation, notamment chez Uber, qui est un peu une plateforme plutôt B2C. Oui. Et aujourd'hui, tu fais un peu la même chose puisque tu es en charge des A/B testing chez Heap. Je suis pas en charge je suis product manager, mais pas de la partie experimentation. Ouais. On fait, comme je disais, on est plus petit, donc on a moins de sample size. Donc il y a quelque chose qu'on expérimente sur le marketing website, par exemple, des landing pages, etc. Mais de manière générale, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup plus de signaux en allant, en passant un coup de téléphone, en envoyant un email à un client, qu'en essayant de trouver ce qui se passe à partir de la donnée. La conversion se fait pas forcément sur le site non plus. Exactement, oui. Parce que c'est un process assez long de sales. Est-ce que tu penses que cette culture d'expérimentation, elle serait profitable à la boîte aussi? Je pense que c'est très important. Je pense que c'est quelque chose... Alors, je fais encore du self-promo, mais j'ai écrit un article sur le blog de Heap sur comment avoir une culture d'experimentation dans une boîte même à taille plus petite. Je te recommande de le lire. En gros, je pense que ce que j'adore dans une culture d'experimentation, c'est que les gens ont le droit à l'erreur. Et je pense que c'est très important parce qu'on voyait ça beaucoup chez Uber. C'était pas un problème. En fait, on faisait un experiment, ça marchait pas, mais on avait appris quelque chose. On savait qu'on n'allait pas le refaire, on savait qu'il fallait le faire différemment et c'était complètement OK et on passait à autre chose. Alors que dans une boîte un peu plus petite, en général, les gens ont plus peur de faire des erreurs et les gens vont plus vouloir être sûrs que la chose qu'ils vont lancer va marcher, etc. Et je pense que ça peut être nocif à terme parce qu'on ne va pas aller assez vite ou on ne va pas... Ouais. Quand tu faisais des expériments, justement, c'était quoi les sample size alors minima que tu devais prendre justement pour avoir quelque chose de plan? Alors, chez Uber, on avait de la chance, on ne se souciait même pas trop de ça. Mais alors, il y a beaucoup d'outils qui sont des sample size calculators. Ce qui va dépendre, en fait, ça va beaucoup dépendre de ce que la métrique que tu es en train d'essayer de bouger avec l'experiment. Donc, un sample size calculator va permettre de dire par rapport à la baseline de cette métrique et l'effet recherché. Donc, si tu veux voir un très grand effet, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'utilisateurs. Parfois, tu vas pouvoir faire ça avec 1000, 2000 utilisateurs pour un effet assez grand. Mais si tu veux détecter un effet petit, il va en général falloir peut-être des millions d'utilisateurs ou des millions de visites. Parce que sans ça, on ne va pas avoir assez de significance pour détecter quelque chose de tout petit. Donc, mais ces outils en ligne sont très utiles de sample size calculation. Ça que sur des expériments orientés product? Alors, en fait, chez Uber, la plateforme d'expérimentation était utilisée pour faire des expériments produits, ouais, donc c'était très mobile, donc B2 pour les riders et pour les drivers. Donc on avait sur les deux apps énormément d'expériments qui tournaient. On utilisait aussi la même plateforme pour faire du feature rollout. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est en fait lancer quelque chose de manière progressive. C'est pas forcément un experiment, c'est juste une façon de faire du feature flag et de pouvoir tourner les choses on and off. Et comme derrière c'était un peu le même principe de dire soit toi tu vois ça ou tu ne le vois pas, c'était utilisé à la fois pour les experiments et à la fois pour les feature flags. Et sur ta culture d'expérimentation, du coup,
si on fait confiance à chacun dans chaque équipe de faire ses analyses de données et de prendre ses décisions, comment est-ce qu'on peut en fait diffuser cette culture? Comment on peut être sûr qu'elle est faite de manière cohérente et surtout de bonne manière? De la même manière pour collecter les données, etc. Si finalement tout est décentralisé, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Je pense que, alors ça peut aider par exemple à Uber, on avait des experiment plans. Donc en fait, on avait un template que tout le monde devait remplir avant de lancer un experiment. Donc par exemple, le template disait mon hypothèse c'est ça. Et la métrique que j'ai envie de bouger, c'est ça, et je vais tourner l'experiment pendant tant de semaines. Et donc ça permettait d'un peu forcer cette rigueur dans l'experimentation, alors que en fait c'était un experiment plan plutôt au niveau des teams, et il y avait des teams qui le faisaient plus ou moins, et donc on voyait quand même la différence avec la façon d'analyser les résultats à la fin d'un trimestre par exemple. Mais c'est vrai que avoir quand même une team data ou des fonctions data qui pilotent un peu et qui regardent ce qui se passe et qui permettent de aussi partager la connaissance, parce qu'il va y avoir des choses que des teams découvrent et qui peuvent intéresser d'autres teams, des outils qu'ils utilisent, etc. C'est très utile d'avoir quand même ce niveau un peu plus global. Oui. Est-ce que tu as des conseils sur comment faire comprendre les insights de la data à des personnes qui ne sont pas professionnelles de la data? Est-ce que tu as des exemples Data vis, en fait, c'est pour revenir un petit peu, genre on a pas mal parlé de process, etc. Ensuite, comment est-ce qu'on le reporte, peut-être les erreurs que tu vois le plus souvent sur des data vis destinées à des personnes non data. Ouais. Non, c'est vrai que c'est parfois un peu, surtout, alors j'ai montré cet exemple, je ne sais pas si tu te souviens de cohort avec des funnels. Ça, c'est vrai que c'est le genre de graphe. Tu as raison, parfois il y a des gens qui ne comprennent pas trop en fait comment le lire, pourquoi c'est un triangle et pourquoi toutes les cases ne sont pas remplies, etc. J'ai pas de très bonne réponse de ça a marché. Je pense que c'est beaucoup de... nous on fait par exemple ce qui s'appelle Lunch and Learn. Donc en fait on va avoir quelqu'un de la team data qui va pendant une pause déjeuner expliquer un peu les choses un peu plus avancées qu'on peut faire dans le produit, etc. Donc c'est beaucoup d'éducation. Mais c'est vrai que parfois j'ai vu des gens voir un lift et dire ah bah mon expériment il a marché alors qu'il n'y avait aucune notion de statistique, de p-value, etc. Et ça c'est dur à comprendre pour des gens qui ne sont pas du tout data. Pour le lien entre la data et la roadmap produit. Et la reco, pardon. La roadmap produit. Ah la roadmap produit, ouais. La question du fond c'est comment se servir de la data pour mieux choisir le roadmap. Au-delà de faire des opérations un petit peu au hasard, oui, ça peut changer. Non, je suis d'accord. Alors nous, ce qu'on utilise par exemple, c'est ce dont j'avais parlé, c'est de savoir à qui parler parce qu'on voit comment l'utilisateur utilise le produit aujourd'hui. Donc par exemple, on s'attend à ce que certains types de business B2B vont utiliser certaines features. Donc par exemple, les plateformes de e-commerce, on s'attend à ce qu'ils passent beaucoup de temps dans les modules d'analyse qui sont plus autour de l'acquisition, de comprendre comment les gens arrivent sur le site. Et la donnée va nous permettre de savoir si c'est le cas ou pas. Et si c'est le cas, d'aller leur parler pour savoir quels improvements peuvent être développés ou pas. Si ce n'est pas le cas, essayer de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de cet aspect de funnels qui est très présent. Alors que j'ai parlé du sign-up flow, donc ça c'est vraiment un aspect produit assez pur où en fait il va falloir faire que le process soit le plus efficace de A à Z. Mais cette notion de funnel peut être retrouvée dans plein d'autres aspects du produit. C'est pas qu'au moment du sign-up. Et donc là, la donnée, par exemple, aide beaucoup. Nous, on a beaucoup de cas de nos utilisateurs qui utilisent la donnée pour comprendre pourquoi une personne fait telle action et ensuite est censée faire telle action mais ne la fait pas et comprendre ce genre de choses. Mais je pense, pour répondre à ta question, c'est pas la data qui va te dire quoi faire. C'est la data qui va prouver ou réfuter une hypothèse. Mais il faut vraiment commencer par l'hypothèse. Il y a ce principe un peu dont les gens parlent et que j'aime bien, c'est de dire ne soyez pas data-driven, c'est la donnée qui décide tout et vous êtes derrière et vous suivez ce que la donnée dit, mais soyez data-informed. Donc ça veut dire que la donnée va aider à la prise de décision, mais ça ne va pas être elle qui dicte en fait quoi faire sur la roadmap. Sauf que du coup on revient sur un choix un petit peu arbitraire. C'est vrai qu'on Je décide de le faire. Oui, et que... La data prouve qu'on a raison ou pas. Oui, mais après, non, il ne s'agit pas forcément de décider de le faire. Il s'agit de dire, je pense qu'il y a peut-être un problème au niveau du flow de passer à telle action et de voir si la data le dit ou pas et ensuite de le faire. Mais si vous avez déjà décidé de le faire, c'est vrai que c'est là où il y a un problème. Non, mais le produit de base,
parades, et quand il fallait y aller tout avec son os ou des labyrinthes. Vous avez plein de choix. Le produit, c'est ça. Vous avez 3 chemins différents, et il y en a un sur lequel tu fais une hypothèse, tu veux juste savoir si tu fais dans un cul-de-sac. En dépensant le moins d'argent possible. Il n'y a pas d'autre moyen de le savoir, tu fais face à des doutes et incertitudes. Je vais prendre un exemple tout simple. Taux d'activation, taux de conversion, taux de quoi que ce soit. Comment aller faire une hypothèse crédible, quel doit être le taux de conversion sur le produit? J'en sais rien. Peut-être scientifique, ça peut être bon. Voilà. Mais ça peut être aussi du benchmarking et aller regarder la data ailleurs, pas seulement celle de ton produit, mais d'aller regarder des entreprises de taille similaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources qui permettent de savoir un taux de... Nous, par exemple, il y a des métriques, on regarde le Customer Acquisition Cost, la LTV, tout ce genre de métriques. On a une bonne idée de, à notre taille, on a fait une série C, quels sont les ordres de grandeur de ces métriques-là, et de savoir si on est dans le rouge, dans le vert, dans le orange, etc. C'est souvent des métriques qui sont dans le business plan en plus. C'est souvent des métriques dans le business. Ouais, c'est vrai. Des fois, on met en question le business plan. Oui. Quelle est la type de source de données pour ce genre de... Alors, les investisseurs sont très bons à ça. Les gens comme eFounders aussi, je pense, ont des bons insights sur une boîte de telle taille, où est-ce que ça devrait en être pour telle et telle métrique. Mais nous, on a beaucoup de ça de nos invests, en fait. C'est une autre question que nous on a pas mal aussi, c'est les questions de marketing intelligence. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est dans le scope d'une équipe data ou c'est plutôt dans une équipe strat, dans une équipe, je sais pas, marketing, qui serait plutôt en dehors de la data? Ouais, je suis pas sûre, je pense que ça dépend beaucoup des boîtes. C'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est plus le marketing qui fait ça, parce que notre market intelligence, elle est à la fois qualitative et quantitative. Donc on fait vraiment des deux, et donc c'est plutôt la team marketing. Je pense que une façon de le voir, c'est à quel point il faut des compétences un peu techniques, de SQL, etc., pour arriver à ces données-là. Je pense que très souvent, ça va être plutôt de la recherche Internet, de parler à des gens, etc. Donc c'est, je pense, un peu plus marketing que data analyst, mais ça peut dépendre des uns. Un des biais de confier, un des biais de confier au marketing, c'est que on va dire le produit a un moteur de conversion, 30%. Du marketing, c'est assez simple, je connais le moteur de conversion, donc j'achète ou je recrute plus de clients, donc ça a le même résultat que d'optimiser le moteur de conversion. Tu veux dire qu'à la fin, en fait, pour influer la métrique finale, tu vas pouvoir soit jouer sur l'activation, soit sur l'acquisition ou l'activation. Si on s'adresse à l'équipe produit, je vais plutôt aller jouer sur la rétention, sur ouais. Si on s'adresse à l'équipe marketing, elle va plutôt jouer sur... Mais je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir ces métriques qui sont bien délimitées entre les équipes et que chacune ait des objectifs qui ne soient pas forcément le même objectif final de plus de customers, enfin plus de revenue, parce que dans ce cas, comme tu dis, l'effet d'une métrique d'une équipe va pouvoir contrebalancer une autre équipe, alors que si c'est bien défini entre les différentes teams, chaque équipe va pouvoir voir la partie acquisition, la partie retention, etc. Oui. Oui, dans le Pyramide des besoins que tu avais montré, il y avait notamment toute la partie infra sur laquelle l'équipe data se repose énormément. Est-ce que tu dirais que c'est le rôle de l'équipe data de gérer son infra ou alors au contraire c'est comme nature Non, je pense que, alors, dans l'exemple où c'est des outils achetés, donc par exemple Snowflake, un Looker, un Mode, etc., je pense qu'il faut quand même un owner dans la boîte parce qu'il peut y avoir des problèmes, la licence va expirer, il n'y a plus assez de stockage, etc. Et donc, c'est en effet, je pense, important d'avoir au moins un point of contact dans la boîte. Très souvent, ça va être l'équipe data. Il arrive que ce soit aussi des ingénieurs parce que ça va être des outils qu'il faut un peu, ils demandent un peu d'implémentation, que ce soit setup, les credentials avec la base de données ou les S3 où il y a les logs, etc. Et donc, ça peut arriver assez souvent que ce soit les ingénieurs qui soient responsables de ça, mais c'est important d'avoir au moins une personne responsable parce que sinon l'outil peut... Nous, parfois, on a des problèmes avec Looker. Heureusement qu'on a cette personne qui nous aide dès qu'il y a un problème. Sinon, personne ne saurait vraiment quoi faire. Ouais, alors nous ce qu'on utilise beaucoup, enfin on n'utilise pas tant que ça parce qu'on sait un peu qui sont nos compétiteurs, etc. Mais une source assez bonne, je pense, c'est G7 Crowd. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois que c'est G7, hein, c'est ça? Ou G... Non, G2 Crowd. Oui, G7 c'est les taxis, rien à voir.
G2 Crowd. Et en fait, c'est un peu le Wirecutter, mais je parle peut-être de trucs que les gens connaissent. C'est un benchmark d'outils SaaS. Et donc, il va y avoir tous les outils. Alors, c'est pas que pour data, c'est pour tous les outils B2B SaaS. Et en fait, vous allez pouvoir voir quel est le meilleur entre Aircall et une autre solution de messaging. Mais quel est le Aircall, évidemment. Un autre placement. Et donc, il y a tous ces outils B2B qui sont sur G2 Crowd. Et donc, c'est une bonne source pour... donc, vous tapez par exemple Product Analytics et vous voyez toutes les solutions de Google Analytics, HIP, Mixpanel, etc. Autre question. Est-ce que tu as eu à lutter dans tes précédentes expériences contre le fait qu'on parlait d'organisation décentralisée et du coup le fait que les équipes recréent de la data de leur côté et l'injectent pas dans le système et la partagent pas? Ouais. Je pense à typiquement du Google Sheets qui est, par exemple, qui est beaucoup plus facile à manipuler qu'un outil de data viz. Comment tu as fait pour lutter contre ça? Alors j'ai abandonné le combat, mais c'est vrai. Alors moi, j'étais assez puritaine de la data quand j'ai commencé chez Uber parce que c'était encore assez petit. Il y avait 400 personnes à San Francisco et donc du coup, on avait un contrôle vraiment bon de la data warehouse. Il y avait que nous, les data engineers de la team data warehouse, qui étaient capables d'écrire. On était les seuls à avoir les write permissions sur la warehouse. Donc on était les seuls à pouvoir faire les tables, à les organiser. Elles étaient super bien modelées avec des bons noms, etc. Et puis un jour, les gens nous ont dit, les gars, vous êtes un peu trop lents. Nous, on veut dumper ce set de data, ces raw data, etc. On veut faire nos prédictions, on veut les mettre dans la warehouse et tout. Et c'est vrai qu'au début, je luttais un peu parce que je me disais, on avait une super data warehouse, super bien organisée, et ça va d'un coup être le bordel. Mais au final, je pense que c'est pas la bonne approche de lutter contre ça parce que c'est naturel. Comme on disait, toutes les équipes veulent avoir de la data, tout le monde veut avoir accès à des données ou générer leurs propres données. Et je pense qu'au contraire, c'est encore un moment où des process peuvent aider, des guidelines. Nous, quelque chose qu'on faisait, du coup, c'est que dans la data warehouse à Uber, on a fait différents schémas. Donc, en fait, les tables que la team de data warehouse officielle gérait et qui avait des alertes, qui nous pageait au milieu de la nuit s'il y avait un problème, etc. Ces tables-là, elles étaient dans le schéma principal. Donc, si vous ne mettiez pas de préfixe à la table, ça allait aller vers les tables que notre team gérait. Alors que les autres teams avaient accès à des schémas qui leur étaient propres. Donc, par exemple, la team Rider avait le schéma Rider. Donc, les tables qui commençaient par Rider dot quelque chose, ça va être les tables de leur team et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans ce schéma-là. On avait quand même un peu de rules avec, ils ne pouvaient pas mettre d'un coup des petabytes de data. Enfin, on gérait un peu pour pas que ça fasse des problèmes niveau engineering. Mais je pense que c'était la meilleure façon de le faire. Et on faisait aussi du monitoring. Donc, si on voyait qu'il y avait un dataset dans un autre schéma, mais qui a été utilisé très très souvent, on se disait, ah bah peut-être que ce dataset doit être promu au rang de important et en fait il allait passer dans le schéma public et ça veut dire aussi qu'il va commencer à avoir du monitoring, de l'alerting, qu'il y avait des ingénieurs qui s'occupaient de faire en sorte que la data soit toujours fraîche, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas lutter contre le fait que tout le monde veuille faire de la data. Tu as dit que vous utilisiez Looker et Mud ouais. Et tu as dit aussi que vous utilisez Mud pour faire du SQL, ce qui du coup on parlait pas beaucoup par rapport à l'outil en soi. Ouais. Donc comment vous l'utilisez exactement? Est-ce que c'est des personnes différentes qui utilisent des outils? Est-ce que c'est les mêmes personnes? Alors, comment ça se passe? Non, c'est vrai qu'on ne fait peut-être pas le plus possible avec l'outil. Aujourd'hui, moi je l'utilise par exemple plus pour faire du SQL. Je pense que, alors je ne suis pas trop dans les discussions là, mais je pense qu'il y a moyen que ça se consolide un petit peu à ce niveau-là, parce que ça peut être aussi un peu redondant, parce que le Looker a aussi une interface de querying SQL, donc c'est vrai que ça m'arrive de le faire là-dedans. Pour être honnête, j'ai pas trop... je suis pas sûre exactement de comment la décision a été prise, parce que c'était avant que je rejoigne la boîte. Mais aujourd'hui, tout ce qui demande du SQL, ça va être les product managers un peu. Enfin, moi, en tout cas, j'en fais parce que je pense que j'ai ce background un peu plus ingénieur, donc je suis assez forte en SQL. Mais d'autres product managers le sont un peu moins et vont plutôt regarder directement HIP ou Looker. On voit moins, et ça va être aussi les teams un peu opérationnels. On a des teams de Ops qui vont regarder si on atteint nos quotas, les metrics business, etc. Et donc, eux vont peut-être utiliser un peu des interfaces SQL, mais de manière générale, les teams moins techniques de account management, de support, de success, etc. vont utiliser directement HIP ou Looker. Du coup, pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce qu'il
faut dans Looker en fait, de base, et pourquoi vous avez besoin de passer par du SQL pour aller au Looker? Je pense que c'est une question de temps, parce que Looker, en fait, il faut faire du modeling. Alors, je ne sais pas à quel point les gens ils ont cette layer de modeling qui s'appelle LookML, et en fait, toutes les tables doivent être modelées dans Looker. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait de manière exhaustive. Les tables principales le sont, mais pas toutes. Donc, parfois, c'est plus facile d'aller directement faire du SQL. Mais je pense qu'à terme, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait du bon modeling dans Looker qui fait qu'on soit beaucoup plus dans Looker. Typiquement, tu parles de Looker là, et des ops. Justement, au niveau Looker, est-ce que c'est les data analystes ou ingénieurs qui sont honneurs du LookML et des métriques business, ou est-ce que c'est les ops qui développent leur propre code? Alors, ils sont honneurs du LookML, mais pas de la métrique. C'est-à-dire que quand je dis... des ops, on a une team ops data un peu. Et eux, ils sont honneurs du LookML. Donc, il y a quelques personnes, par exemple, moi, j'ai un peu insisté, maintenant j'ai le droit de toucher au LookML, mais c'est assez rare, c'est surtout cette team-là, parce qu'on veut que le modèle reste sain. Mais par contre, les métriques peuvent être développées. Alors, je ne sais pas à quel point les gens connaissent Looker, mais il y a des métriques de base, par exemple, juste des sums et des counts. Donc ça va être un peu fait par défaut pour tous les différents modèles dans Looker. Mais il va aussi y avoir une fonctionnalité qui permet de définir ses propres métriques. Et ça, les gens peuvent le faire eux-mêmes. Et donc, tu vas pouvoir... Parce qu'il y a une fonctionnalité de Defined Properties, en fait, qui permet de faire ça sans avoir à toucher le LookML. Et ça, les gens vont pouvoir le faire eux-mêmes. C'est vrai que ça peut poser des problèmes. Nous, on avait ce problème chez Uber avec la métrique Gross Bookings, qui était une métrique importante, mais il y avait 4 définitions différentes. Et donc ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement. J'ai pas vraiment de solution de comment résoudre ça, à part que les gens vont dans un meeting et se rendent compte qu'en fait, ils parlent de la même chose, mais que les résultats sont différents, et essayent de se mettre d'accord sur quelle devrait être la bonne façon de calculer cette métrique.